chers étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, la capsule va porter sur la diffraction. Donc, la diffraction, c'est un autre phénomène qui met en évidence que la lumière est une onde. Puis ce phénomène-là, théoriquement, on aurait dû le voir peut-être au début du chapitre 4, parce que quand on a fait l'expérience de Young, pour que l'expérience de Young fonctionne, il faut avoir le phénomène de diffraction qui soit présent. Donc, si le phénomène de diffraction ne serait pas là, on ne pourrait pas faire les deux formes de Young. Sauf que le phénomène de diffraction est un petit peu plus complexe, donc c'est plus facile de voir, juste c'était deux rayons qui s'en vont dans des sens. Parce que pourquoi, là, on ne s'est peut-être pas posé la question, malgré que je l'ai peut-être dit un petit peu pourquoi que de la lumière qui passe par deux trous se met à aller dans toutes les directions? Très bonne question. Donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc, qu'est-ce que la diffraction? C'est quand une onde rencontre un objet dont la dimension correspond à peu près à la longueur d'onde. Cette onde-là est dispersée dans l'espace. Donc, c'est-à-dire que le rayon lumineux n'irait pas en ligne droite, mais se mettrait à aller dans tous les sens. Et souvent, j'appelle ça l'effet sachet de ketchup. Donc, si vous prenez des sachets de ketchup, vous faites des petits trous dessus, et que vous pesez, donc plus que le trou est fin, plus que le ketchup se disperse dans l'espace. Si vous faites un trou, vous pesez sur le sachet, ça fait une faible dispersion. Donc, pour la diffraction, c'est exactement la même chose. Donc, ça fonctionne avec la lumière. Ça fonctionne aussi avec le son, les ondes mécaniques. Puis l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est, supposons que vous êtes, bon, là, il faudrait que je fasse un schéma en 3D. Donc, il y a quelqu'un, donc ça, c'est mon carré, c'est une maison. Vous avez une personne qui est d'un côté de la maison et vous êtes caché en arrière du mur. Et si l'autre personne parle, blablabla, bla, 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 même si vous êtes caché du long du mur, vous êtes capable d'entendre le son. Donc le son devrait toujours aller, bon, comme ceci. Mais là, ici, le son est capable d'être dévié par le coin de la maison pour arriver à vos oreilles. Donc ce phénomène-là, on appelle ça un phénomène de diffraction. Mais ici, quand je parle, il faut que ça soit de l'ordre de la grandeur d'onde. Donc, pour le son, c'est autour de 1 mètre, entre 0,5 et 1 mètre des longueurs d'onde à peu près. Donc ici, oui, le coin de la maison, c'est quelque chose qui, l'ordre de grandeur d'une longueur d'onde, pour le son, c'est correct. Mais pour la lumière, si vous êtes caché ici, vous n'êtes pas capable, la lumière émise par la personne ne va pas tourner ici parce que le coin de la maison ne correspond pas à quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur d'une longueur d'onde. Donc, avant de faire les phénomènes mathématiques, on va aller, donc là j'ai pris l'habitude de vous montrer quelques petites séquences vidéo pour vous aider à mieux visualiser le phénomène. On va passer des petites séances vidéo pour vous aider à mieux comprendre le phénomène. Donc, je rappelle que la diffraction, c'est la dispersion d'une onde lorsqu'elle rencontre un objet qui a à peu près la dimension du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc, la première démonstration ici, ça va être un laser qui va rencontrer un bout de fil. Donc, un fil, c'est vraiment quelque chose de très petit. Et si j'avance à l'endroit où on voit la démonstration, donc, ici comme ceci, et voilà. Oh, excusez. Comme ceci. Donc, le laser éclaire le fil. Donc, ici, on voit le reflet du laser à cet endroit-là. Donc, s'il n'y avait pas eu de fil, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On aurait juste vu le point lumineux ici. Donc, ça, c'est le point lumineux du laser. Mais on voit, la lumière s'est étalée horizontalement. Et donc, ça veut dire qu'il y a un phénomène de diffraction. Et on voit que le phénomène de diffraction, ce n'est pas un phénomène régulier. Donc, en s'étalant, il y a des zones où on a beaucoup de lumière, des endroits où on n'a pas de lumière, lumière, pas lumière, pas lumière, pas lumière. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans l'étalement, on voit qu'il y a un phénomène aussi d'interférence qui apparaît. Donc, ça, c'est pour la première démonstration. Donc, la deuxième que je vais vous montrer, c'est celle-là ici. C'est je vais effacer mes dessins. C'est l'étalement par une lame de rasoir. Donc, une lame de rasoir, c'est quelque chose qui se termine vraiment de façon très, très fine. Donc là, ici, je vois que le site était bien fait. Donc, ce n'est pas un vidéo cette fois-ci. Donc là, on voit vraiment la lame de rasoir qui est éclairée par un laser hélium néon rouge. Et quand on regarde la lame de rasoir, donc là, c'est un peu moins évident. Donc, on voit autour de elle, il y a des ondes. Ici, il y a quelque chose de noir. Oh, c'est comme s'il y avait de l'interférence destructive.
on voit plus les zones noires ici, parce qu'on pense, OK, la lumière est dispersée, mais on voit des zones noires, des zones éclairées, des zones noires éclairées. Et sur l'autre photo, est-ce qu'on voit un petit peu mieux? Un petit peu. Donc, on sait jouer sur les contrastes. Donc, on voit qu'il y a un étalement de la lumière, et cet étalement-là ne se fait pas de façon uniforme. Donc, est-ce que ça se fait juste avec la lumière? Donc, j'ai parlé un petit peu du son dans mon introduction au tableau, mais aussi ça se fait avec des vagues. Donc, si vous avez des vagues qui arrivent de l'océan, et il y a un genre de petit mur ici, il y avait un mur avec une porte, et quand on regarde les vagues entrer par cette petite porte-là, on voit vraiment que la vague s'étale vraiment. Donc, elle va, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, si on se regarde ici, donc, elle vient en arrière du mur, donc, elle peut aller en arrière du mur, donc elle s'étale jusque-là. Donc, ici, c'est un phénomène encore de diffraction. Mais là, ici, avec une onde mécanique, donc ça fonctionne avec toutes sortes d'ondes, dans ce cas-là. Donc, on stop pour cela ici. Et maintenant, oh, je n'étais pas sur la bonne chose. Maintenant, on va aller avec la dernière expérience. Donc, la dernière expérience, c'est, là, on a vu des objets qui bloquaient la lumière. Là, on va regarder plutôt un objet qui laisse passer la lumière, mais là, ce sera une forme qui sera vraiment très, très, très étroite. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, vous avez un système avec une fente qu'on peut jouer sur la largeur. Donc, en tournant la vis ici, on peut augmenter ou diminuer la largeur de la fente. Et vous avez votre laser qui éclaire, je vais le mettre ici en plus grand, qui éclaire la fente. Donc, on va aller voir le résultat. Donc, on avance, on avance, on avance ici. Là, je ne sais pas, j'aurais dû noter, j'ai oublié de noter. Donc, hop, ici, on va stop, 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 stop. On va juste reculer un petit peu, comme ceci. Donc, ici, quand la lumière passe dans la fente, est-ce que... Non. Donc, ici, la fente est trop là. Bon, là, c'est peut-être un mauvais focus. J'aurais pu me préparer un petit peu mieux. Donc, ici, en passant dans la fente, on voit que la lumière, donc la fente est vraiment très étroite, c'est quelques, même pas un millimètre, donc c'est des dixièmes de millimètre. On voit que la lumière s'étale dans l'espace, donc on n'a pas juste un point lumineux ici. Donc, si ça avait été une fente extrêmement large, qu'est-ce qu'on aurait vu sur l'écran? Ça aurait été juste le point lumineux du laser ici. Donc, on voit ici que la fente étale la lumière, et si je laisse jouer la vidéo au complet une partie, donc là, il joue sur la largeur de la fente. Donc là, il augmente la largeur de la fente, et en augmentant la largeur de la fente, on voit que l'étalement de la lumière devient moins prononcé. Donc, le super grand point lumineux qu'on avait au départ devient plus étroit, et on voit que l'étalement ne se fait pas de façon uniforme non plus. Donc, on voit ici qu'on a un point lumineux qui est très grand, suivi d'une zone sombre, et après ça, des zones lumineuses de moins en moins intenses. Et tandis qu'on est ici, on va juste faire un petit peu de vocabulaire. Donc, ce point-là, ça s'appelle le lobe principal. Donc, le lobe principal est toujours 2 fois plus grand que les lobes secondaires. Et c'est dans lui que se retrouve la majorité de l'énergie lumineuse ou de l'intensité lumineuse. Donc, le lobe principal, c'est le lobe central. Et après ça, de chaque côté, on retrouve les lobes secondaires. Et si on continue d'augmenter la largeur de la fente, donc, c'est-à-dire que la longueur d'onde va devenir plus de la même dimension que la fente, on va voir que la diffraction diminue, donc l'étalement donc, diminue. Et là, on voit vraiment tous les autres secondaires qui apparaissent. Diminue, 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 diminue. Et là, donc, il continue. Donc, s'il continuerait, donc on finirait par voir, là, veux-tu finir? Là, on commence à voir, hop, là, ça commence à former le point lumineux du laser uniquement. Donc là, il diminue la fente, et là, on voit le phénomène inverse. Donc, des fois, il y a des personnes qui comprennent dans un sens. Et là, quand c'est vraiment très, 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 très fin, le lobe principal couvre l'ensemble de l'écran. Maintenant, apportons des explications physiques, mathématiques au phénomène. Donc, pour décrire le phénomène, on a besoin d'un modèle, parce que là, c'est pas évident de dire hey, pourquoi que les ondes, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a quelqu'un, donc c'est quand même un modèle qui fonctionne bien. Huygens a développé un modèle pour la propagation d'une onde. Peu importe l'onde qu'on a,
lui a vu qu'une onde ou un front d'onde, c'est toujours une somme de petites sources qui émettent vers l'avant. Donc, normalement, on voit, bon, nos ondes, donc comme ceci, qui avancent comme ceci, donc nos sommets, nos sommets, nos sommets, nos sommets. Mais lui, Huygens a dit, OK, pour trouver la place du prochain sommet, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il décompose l'onde en une somme de petites sources. Donc là, je n'ai pas décidé des millions de petites sources, j'en ai décidé quelques-unes. Chaque petite source réémet vers l'avant, donc une onde circulaire, 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 émise vers l'avant. Et la résultante de ces ondes, il appelle ça des ondelettes, donne la position de l'onde suivante. Donc, c'est que si on réunit tous les sommets ici ensemble, donc ici, normalement, si c'est assez rapproché, on aurait juste des sommets, et ça donnerait, ça resterait ici une onde plane qui continuerait d'avancer vers l'avant. Donc là, on pourrait faire n'importe quelle forme d'onde. Si j'avais une vague, je pourrais la décomposer en petites sources qui réémettent vers l'avant, ainsi de suite. Et si je traçais la résultante de toutes ces petites ondelettes-là, on retrouverait la vague suivante, car elle a la même forme circulaire, mais plus grande dans ce cas-là. Donc, avec ça, ça nous permet de voir ou de comprendre comment on peut analyser le phénomène de diffraction. Donc, premièrement, je vais juste refaire quelque chose ici parce que je n'avais pas de manquer d'espace. Donc, je rappelle que pour avoir de la diffraction, il faut que la largeur de la forme soit du même ordre de grandeur. Donc, pas nécessairement la même largeur, même dimension que la longueur d'onde, mais dans le même ordre de grandeur. Donc, si on est dans les 10 à moins 5, 10 à moins 6 mètres, il faudrait que ce soit autour de ça pour avoir de la diffraction. Donc, la largeur de la forme, on va l'appeler A ici, comme ceci. Vous allez avoir un écran au loin, donc l'écran qui est ici. Et qu'est-ce qu'on a vu sur l'écran? Je vais aller avec un crayon de couleur. On a vu qu'il y avait un grand maximum qui apparaît, qu'on appelle le maximum central ou le maximum principal. Et il y avait des zones lumineuses plus petites qui s'appellent les maximums secondaires. Nous, qu'est-ce qui va nous intéresser surtout, c'est la position des points, l'endroit où ce qu'un lobe, des fois, il appelle ça des lobes parce que c'est étiré, où est-ce que les lobes se terminent. Donc, où est la fin de notre lobe principal ou le début du premier secondaire, et ainsi de suite. Donc, on pourrait aller faire l'autre ici, et ainsi de suite. Donc, cette position-là, on va l'appeler θ, et comme dans les autres problèmes, la distance entre le système à une fente et l'écran, ça va s'appeler L. L'endroit sur l'écran où on visualise le phénomène, ça s'appelle Y. Donc ici, ça fait un triangle rectangle. Et on peut avoir une première relation que tangente de θ est égale à Y sur L ici. Et là, faire attention, θ ne sera pas toujours très petit. Donc ça pourrait arriver que θ est petit. Donc, normalement, des θ en bas de 10 degrés, c'est considéré comme petit. Mais on a vu que l'étalement peut vraiment être très, très, très grand. Donc, ici, faire attention qu'on ne peut pas remplacer nécessairement sin de θ par tangente de θ dans nos problèmes. Donc là, on a la mise en situation. Et là, on va mélanger les deux ensemble. Donc, le but, c'est de trouver l'endroit où ce que les sons se produisent. Donc, on va appliquer le principe de Huygens. Donc, j'ai ma forme ici que j'ai élargie, qui a une certaine largeur A. J'ai mon onde lumineuse qui arrive ici. Et là, pour savoir comment que cette onde-là est transmise plus loin, j'ai décomposé cette onde-là en une série de petites sources. Donc ici, j'en ai dessiné 8, mais j'aurais pu en dessiner 24, 2000, n'importe quoi par la suite, ça n'a aucune importance. Et là, ici, la clé pour comprendre la diffraction, dire que ça se passe comme ça, c'est peut-être... mais vraiment, la clé, c'est de dire, OK, si je veux trouver un poinçon, il faut que deux ondes s'additionnent ensemble de façon destructive. Donc là, j'ai pris des points symétriques. Donc, j'ai pris le point 1 et le point 5. Et si ça soit destructif, donc là, j'ai dessiné l'onde produite par 1. L'onde produit E. Et voilà, je savais, j'ai fait une gaffe. Là, je fais du constructif. Parce que là, ils sont tous en phase aussi. Donc, l'onde produite par
le rayon 5. Donc, ça fait, des fois, quand je fais des dessins préfaits, des fois, je sais que c'est pas bien parce que là, le voir dessiner, ça peut être aussi bien. Donc, les deux ondes partent de la même façon. Et quand on regarde la différence de chemin, donc, l'onde numéro 5 fait ça de plus. Donc, c'est la distance supplémentaire ici. Et on s'aperçoit, à cause qu'il fait juste une demi-longueur d'onde, l'addition de 1 et 5, sommet avec creux, ça donne 0. Creux avec sommet, ça donne 0. Donc, c'est-à-dire que si on était à la fameuse orientation θ ici, on aurait, en combinant 1 et 5 ensemble, quelque chose qui va donner 0. Et là, on pourrait faire la même chose. Si je prends le point 2 avec le point 6, ça reste la même symétrie. Ils sont distancés de la même façon. Donc, 2 et 6 combinés ensemble va donner 0. 3 et 7 combinés ensemble va aussi donner 0. Et 4 et 8 combinés ensemble va aussi donner 0. Donc, si on les combine par couple, on voit que le résultat, tous les couples combinés ensemble va donner 0. Et l'ensemble nous permet bien d'avoir notre point sans mystère scalaire. Là, il reste juste à établir la mathématique ici. Donc, pour le premier, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir un point sombre. Donc, qu'est-ce qu'on veut observer? Comme c'est le premier point sombre, on voit que la différence entre les deux systèmes, c'est 1 demi-lambda de différence. Donc, lambda sur 2 pour la distance ici. Mais aussi, on peut écrire cette distance-là en fonction de la géométrie. Donc, si je prenais ce triangle-là, je vais peut-être effacer ça comme ceci pour juste que ça soit un petit peu plus clair. Donc, et je vais prendre un crayon de couleur. Donc, si vous avez θ qui est ici, donc θ apparaît ici, donc on a à peu près 90 degrés à cet endroit-là. Donc, ici, on aurait ici l'angle complémentaire 90 moins θ. Donc, c'est que notre θ se retrouve à cet endroit-là. Et je vais dessiner mon triangle en bleu. Je sais pas, des fois, quand je regarde mes vidéos, après, je vois que ce n'est pas tout à fait clair. Donc là, je vois que le côté supplémentaire, la longueur supplémentaire, peut être décrit en fonction de ce triangle-là. Donc, si ça, c'était la largeur de la fente, donc on était à mi-chemin, donc c'est-à-dire que le côté vertical, ça serait A sur 2 ici. Et si on exprime ceci, la distance de marche supplémentaire, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, c'est le côté opposé par rapport à l'hypoténuse. Donc, ce serait A sur 2 sin de θ, qui va donner le premier maximum. Donc, ici, on voit que les deux pourraient s'annuler. Donc, le premier maximum, et là, c'est ça qui est trompeur. Cette équation-là donnerait le premier minimum de diffraction. Donc, ici, ça peut être trompeur parce que là, ici, j'arrive à un multiple de lambda, mais c'est la façon dont on pose le problème qui nous arrive à ça, malgré qu'on a parti au départ avec lambda sur 2. Donc, par la suite, on pourrait essayer de trouver le deuxième minimum. Donc, le deuxième minimum, on aurait quelque chose de particulier. Donc, au lieu de combiner 1 et 5, donc là, il faudrait combiner le quart. Donc, 1 et 3, 2 et 4. Donc, on verrait, donc là, ça serait juste des quarts qui nous permettraient d'obtenir la même chose. Donc, on obtiendrait ici 2 lambda est égal à A sin de θ. Et si on généralise cette équation-là, qu'est-ce qu'on va voir pour, et là, c'est très important, pour les minimums, minimum de diffraction, on va tenir cette équation-là, qui dit que la largeur de la fente A fois sinus de θ, où θ, c'est l'angle à laquelle on observe le phénomène sur l'écran, sera égal à grand M fois lambda ici, et, en tout cas, je vais essayer de tout, mettre ça ici, où grand M, ça ne peut pas être 0, donc c'est la position des minimums de diffraction, et si on mettait 0 ici, c'est-à-dire que le centre serait un minimum, on voyait pas ça, donc on voyait un point linéaire au centre, donc M serait égal à plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, donc des entiers positifs ou négatifs, donc si sont négatifs, c'est en dessous, positif, c'est au-dessus. Et donc, c'est-à-dire qu'ici, si on connaît la largeur de la fente, et là, ici, avec cette équation-là ici, qu'on pourrait combiner, donc faire attention ici, ça pourrait arriver que les angles sont petits. Donc, si les angles sont petits, on peut approximer que sin de θ sera la même chose que tangente de θ, qui est égal à y sur L ici. Mais des fois, ça ne sera pas petit,
Donc là, il va falloir trouver θ de façon géométrique. Donc, dépendant de ce qu'on vous donne. Donc, des fois, vous allez être obligé d'avoir un système de deux équations à deux inconnus. Donc, trouver θ dans cette équation-là, la mettre ici ou vice-versa. Je trouve θ, il faut que je trouve y. Donc, j'isole θ, je le mets dans la deuxième équation ici. Donc, ici, juste faire attention, les m, c'est... cette équation-là donne la position des minimums de diffraction. Pour les maximums, vous avez une équation dans votre livre. C'est très rare qu'on pose les maximums. Donc, c'est n plus une demi. Mais des fois, je sais que dans certains livres, on dit un maximum est à mi-chemin entre deux minimums. Donc, on trouve le minimum 1, trouve le minimum 2, et on fait la moyenne de ces deux positions-là pour trouver le maximum. Bon. Donc, là, ici, et là, juste regarder, et là, ça me fait penser, est-ce que sur votre feuille de formule, on donne juste les minimums, les maximums, ou aucun des deux? On donne les deux. Donc, comme on donne les deux, je vais préciser pour les max dans ce cas-là. Donc, pour les max, ce sera A sin de θ est égal à grand M plus une demi lambda ici. Donc, ou M encore, c'est des entités dans ce cas-là. Donc, faire attention. Et sur votre feuille de formule, c'est ça qui est merveilleux. Ils ont été trop gentils. Ils ont marqué min et max à côté. Donc, min, c'est minimum. Max, c'est point lumineux. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper dans ce cas-là. Donc, ici, je vais parler brièvement de l'intensité lumineuse. Donc, pour l'interférence, on avait trouvé une équation qui donnait l'intensité lumineuse en fonction de la position sur l'écran. Donc, si j'étais à 2 cm, 3 cm, 4 cm, quelle est l'intensité du point lumineux qu'on va observer sur l'écran? Pour la diffraction, on n'en traite pas dans votre manuel. On voit des courbes qui apparaissent, mais on ne parle pas de la forme mathématique. Donc, je vais peut-être juste aller un petit peu plus loin pour donner une information supplémentaire, mais il n'y aura pas de question numérique sur l'intensité lumineuse en diffraction. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran? Donc, toujours se rappeler qu'est-ce qu'on voit. Donc, on voit toujours un lobe principal qui est très lumineux et 2 fois plus large que tous les autres lobes secondaires qui vont apparaître. Donc, on a des secondaires et on a le principal qui est ici. Et si on allait mesurer avec un appareil l'intensité lumineuse de point en point, qu'est-ce qu'on a comme courbe? On aurait ici au centre vraiment un très 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 grand pic. Ce pic-là descendrait à 0 pour tomber vis-à-vis le minimum, le premier minimum de diffraction. Après ça, pour les lobes secondaires, on pourrait voir que c'est des pics qui sont beaucoup plus faibles, donc qui ne s'en montent pas à la même hauteur. On voit vraiment qu'ils sont moins lumineux. Et après ça, donc pour les autres, la hauteur des pics secondaires diminue progressivement. Cette équation-là, elle est un petit peu plus compliquée à démontrer. Ça se démontre, donc des fois on le fait en classe. Pour trouver l'intensité lumineuse, c'est un rapport d'un sin, donc c'est pas juste une fonction, donc c'est un sin sur la valeur de l'angle en radian. Tout ça mis au carré ou delta phi, donc c'est delta phi diffraction. Donc on a trouvé tantôt la fameuse différence de marge. Donc là, il faudrait juste prendre cette différence de marge-là, la transposer en différence de phase pour calculer cette forme-là ici. Là, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est la super problématique. Qu'est-ce qui arrive? Donc, quand j'ai juste une forme, c'est merveilleux, ça donne un phénomène de diffraction. Donc, la lumière s'étale dans l'espace. Ah! Si maintenant j'avais deux fentes étroites, que va-t-il arriver? Donc, on va aller voir deux petites vidéos et après ça, on va revenir pour juste terminer sur l'aspect mathématique de ce phénomène-là. Donc maintenant, retour à des petites séquences vidéo. Donc la première, c'est pour mettre en évidence que les deux phénomènes, le phénomène d'interférence et de diffraction, peut se superposer. Et cette vidéo-là, c'est un des... Il n'est pas nécessairement super clair, mais vraiment super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il fait au juste? Ça dure 10 secondes parce qu'il fait beaucoup d'expériences différentes. Donc, il fait passer la lumière dans un système de deux phares. Donc, et il bloque au départ l'une des deux phares. Donc ici, je vais prendre juste mon crayon ici. Donc, le système de deux phares qu'il a, c'est ce système-là qui est ici. Donc, avec une lame de rasoir, il a bloqué une des deux phares. Et qu'est-ce qu'on observe à l'écran? On observe juste un phénomène, et là, c'est pour ça que ce n'est pas super clair. Juste le phénomène de diffraction. Donc, il y a juste l'étalement de la lumière. L'étalement de la lumière qui se fait. Donc, là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je vais laisser poursuivre la vidéo. Je vais juste enlever en plus les schémas.
On laisse aller la vidéo et il va enlever la lame de rasoir pour que la lumière passe maintenant dans les deux fentes de façon simultanée. Et regardons qu'est-ce que ça va donner. Donc, il enlève la lame de rasoir. Et pouf! Donc, on voit quand même le lobe qui est resté là. Donc, le grand lobe de distraction, il est là. Mais présentement, on voit des barres apparaître qui sont aussi le phénomène d'interférence. Donc, ici, les deux phénomènes se superposent. Il y a la distraction qui étale la lumière. Et dans cet étalement de la lumière-là, on retrouve de l'interférence parce que la lumière a passé dans les deux phares. Donc, ceci, c'était, disons, une vidéo que je trouvais très représentative du phénomène. Et là, je regardais, donc c'est plus une image ici qu'une vidéo, c'était plus simple à concevoir. Quelle est la différence entre un système à une fente et un système à deux fentes? Donc, un système à deux fentes a deux fois plus de fentes qu'une fente. Pas tout à fait. Donc ici, c'est des fentes toujours de la même largeur, mais distancées de différentes façons. Donc, s'il y avait juste un système à une fente, on retrouve notre système de départ. Donc, on voit qu'on a notre lobe principal, zone sombre ici, et nos lobes secondaires qui apparaissent ici. En conservant la même largeur de fente, si on ajoute une deuxième fente, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même la structure qui est là ici. On voit que le lobe principal, ça reste ceci. Mais maintenant, dans notre lobe principal, on voit des franges d'interférence. Donc ici, on aurait la frange d'interférence 1, donc le maximum central, le 2, le 3, et on voit que les franges apparaissent de façon équidistante. Donc, la une, la première, la deuxième. Oups, là, il y a quelque chose de particulier ici. Normalement, la troisième aurait dû être là, mais comme elle tombe sur un minimum de distraction, c'est-à-dire que la distraction, toute la lumière qu'elle a envoyée là s'additionne de façon destructive. Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de lumière à cet endroit-là. Donc, s'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas faire d'interférence ici. Donc, le troisième maximum d'interférence manquerait. Et là, on aurait le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite dans ce cas-là. Donc, ça vous donne un aperçu. Donc, quand on mélange les deux phénomènes, donc, c'est pas évident. Donc, c'est juste des énoncés qu'on donne dans le livre. Donc, si on le voit un peu comme ceci, c'est un petit peu plus facile à concevoir. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour un petit peu plus tard. Donc, on voit des systèmes à plusieurs fentes. Donc, 3 fentes, 4 fentes, 5 fentes. Ce n'est pas nécessairement super intéressant. Bien, pas intéressant, mais ça va être intéressant à la fin. Donc, 7 fentes. Donc, nous, on va voir un système qui a vraiment des milliers de fentes dans ce cas-là. Et si on regarde qu'est-ce qui arrive au maximum d'interférence, donc, dès que le nombre de fentes augmente, on s'aperçoit, bon, la position des maximums reste au même endroit, mais les maximums deviennent de plus en plus petits, de plus en plus petits. Donc, si j'étais avec un système de 30 fentes, donc possiblement que là, j'aurais peut-être des petits points comme ceci qui apparaîtraient, et ainsi de suite, donc jusqu'à un très, très, très grand nombre de fentes. Donc, si j'ai un nombre 1000 fentes qui sont éclairées, probablement que le petit point deviendrait des traits. Et on va appeler ça des réseaux. Donc, les réseaux, on va voir que c'est un système qui permet. Donc, si j'avais plusieurs longueurs d'onde, chaque longueur d'onde va faire des petits traits. Donc, je pourrais voir ma longueur d'onde du rouge. Donc, là, c'est juste du surplus ici. Et j'aurais mon bleu que je pourrais voir ici juste à côté. Donc, je peux dire, ah, ma source a deux longueurs d'onde différentes. Si je regardais ça avec un système à deux phares, j'aurais le rond rouge ici, puis le rond bleu qui se superposerait. Là, je ne pourrais pas voir que j'ai deux longueurs d'onde différentes dans ce cas-là. Donc, avec les deux capsules, donc les deux petites vidéos, donc normalement, il n'y a pas de nouvelle théorie ici, donc c'est juste la superposition des deux phénomènes qu'on devrait appliquer dans un problème. Donc là, ça devient des fois, c'est comme deux éléments dans un, donc il faut juste faire attention de ne pas les mélanger. Donc, comme on a vu dans la première vidéo, donc s'il y avait juste une fente qui était ouverte, donc soit celle-ci ou celle-là, ça ne dérange pas parce que la distance entre les fentes est vraiment petite. Donc, que je cache celle-là ou que je cache celle-là, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? C'est l'étalement de la lumière, donc on appelle diffraction. Donc, on va le lobe principal qui est très large. On va avoir des zones sombres qui vont apparaître ici. Et après ça, on va voir nos lobes secondaires apparaître avec des zones sombres de chaque côté. Et j'ai identifié ici, bon, les A. Donc, le premier sombre, c'est M égale 1. Le deuxième sombre M égale 2.
Et la position des sommes est donnée par A sin de θ est égal à M majuscule fois lambda. Maintenant, si on met la deuxième fente, qu'est-ce qu'il y a? Donc, en plus d'avoir l'étalement de la lumière, les rayons qui partent de chaque fente font des distances différentes. Donc, on va voir ce qu'on appelle des franges d'interférence. Donc, ici, on va voir ici, là, je vais le mettre en bleu. Ah, un premier lobe lumineux qui va apparaître ici. Donc, ça serait le lobe central, donc ça serait petit m est égal à 0. On pourrait avoir un deuxième ici, donc qui serait m égale à 1. On pourrait avoir un troisième ici, qui serait m égale à 2. Ces lobes-là seront équidistants. Et là, ici, il marque quelque chose de particulier. Dépendant de la situation, il pourrait arriver qu'un maximum d'interférence tombe sur un minimum de diffraction. Dans ce cas-là, comme il n'y a pas de lumière qui aille à cet endroit-là, celui-là sera absent de notre système. Donc, c'est que le petit m égale à 3 sera absent. Et après ça, on va revoir maintenant le m égale à 4. Et ainsi de suite pour le m égale 5. Ah oui, mon schéma, ah, c'est rare que j'ai fait comme m égale 5. C'est-à-dire que le sixième disparaît, ne serait pas m égale 5. Et ainsi de suite. Donc, c'est juste combiner ces deux équations-là pour résoudre des problèmes. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous faire ressortir. Donc, des fois, bon, on va parler, ah, il y en a un qui est absent. Donc, celui qui est absent tombe toujours sur la fin, la position d'un minimum de diffraction. Donc, avec ça, c'est une partie super importante. Donc, les problèmes sont un petit peu plus élaborés, mais ça devrait bien aller parce que je suis Jean Parent. Okay. Donc, avec ça, on se dit bonne journée. Yo tout le monde. On se dit, on se revoit pour la prochaine capsule.